Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là et surtout je remercie surtout M. Antoine Garabon d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur de vous avoir ici. Vous êtes magistrat honoraire, vous avez été membre de la SIAZ, vous êtes président de la commission reconnaissance et réparation. Et vous venez aujourd'hui nous faire une conférence qui va traiter des enjeux juridiques et sociétaux liés à la reconnaissance des abus sur la justice réparatrice comme voie de reconstruction, ainsi que sur les conditions nécessaires à l'instauration d'une culture de la traitance notamment. Voilà, donc nous sommes ravis de vous écouter. Je vous laisse la parole de suite. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend? Bon. C'est parfait. Alors, merci beaucoup de cette invitation et je suis très content de vous voir et de vous rencontrer dans ce jour qui pour nous est un peu historique, nous membres de la SIAZ, parce que c'est le lendemain du 5 octobre. Et le 5 octobre, ça a été un jour important. Alors, nous, on travaillait depuis des années sur la question des abus sexuels dans l'Église. Alors, il y a des questions de terminologie, je vous en fais grâce. Abus, le mot est impropre, il s'agit plutôt d'agression sexuelle. Et moi, j'étais chargé plutôt de la question des victimes, où on avait monté avec Thierry Beauvais, qui est psychiatre, on avait monté une audition des principes pour entendre les victimes. Et Jean-Marc Sauvé a compris très vite qu'il ne fallait pas qu'il rende un rapport administratif. Il est très habitué à faire ça en tant que vice-président du Conseil d'État. Et le risque, c'était de faire un rapport administratif, alors qu'ils font très bien, on fait le tour de la question. Non, il a pensé tout de suite il a eu l'intuition que tout de suite que ces rapports ne pourraient être faits qu'avec les victimes. Et je pense que c'est un point extrêmement important qu'on a entraîné beaucoup d'autres. Avec les victimes, c'est-à-dire en partant de leur témoignage et en imposant à tous les membres de la SIAZ de faire des auditions. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on entend les victimes. Et parce qu'elles sont détentrices d'un savoir expérientiel, comme on dit, c'est-à-dire d'un savoir unique sur ce qui leur est arrivé. Et ce qui leur est arrivé et les multiples dimensions, répercussions d'un acte. D'un acte qui a été, ça a été le travail qu'on a fait, c'était à la fois d'être au plus près des victimes, à la SIAZ, d'être au plus près des victimes pour comprendre les ressorts et les répercussions de cet acte. Et vous allez voir qu'on fait une différence qui est très importante pour les juristes entre les conséquences et les répercussions. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, mesurer l'ampleur de ce phénomène. L'ampleur de ce phénomène d'un point de vue quantitatif. Et là, il a fallu s'adjoindre des compétences, de tas de compétences d'historiens, de démographes, de sociologues, de psychologues. Et en fait, on était 21 à la SIAZ et ce chiffre était doublé. L'équipe de recherche qui essayait de cerner et de quantifier ce phénomène. Alors, ça a donné lieu à des polémiques qui aujourd'hui sont éteintes. Elles sont éteintes parce que il y a eu des méthodes dont je vous fais grâce. On pourra y revenir. Je vous propose, là, je vais parler pendant une 30-40 minutes. Après, je pourrai répondre à vos questions parce qu'elles sont très nombreuses, j'imagine. Première difficulté, comment quantifier et comment quantifier un chiffre noir. C'est un grand problème en criminologie. Par exemple, on sait en criminologie que moins de 10% des victimes de violences sexuelles portent plainte. C'est un chiffre très stable, qui a un peu monté, qui a un peu augmenté ces dernières années, pas tant que ça. Et sur ces 5 ou 6
des victimes qui portent plainte, on arrive à juger, à condamner 1% de ces affaires. 1% de ces affaires. C'est vous dire qu'on est en présence d'un chiffre noir extrêmement important qui s'explique de plusieurs manières. Les gens comment dirais-je, c'est très bizarre et ce sera une première réalité scandaleuse, mais d'où il faut partir, de laquelle il faut partir, c'est que les violences sexuelles, c'est le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime se sent coupable. Donc ça complique les choses. Et on voit dans notre expérience de la CRR, on voit beaucoup d'illustrations de ce terrible théorème. Et donc, quantifier, ça veut dire, c'est se donner les moyens par une enquête en population générale, par des sondages, par des comparaisons internationales, par des méthodes statistiques, et qui arrivent au chiffre de 216 000 victimes d'agressions sexuelles dans l'Église, mineurs dans l'Église entre 1950 et 2020, c'est-à-dire de gens encore vivants. Chiffre, un coup de massue pour nous d'abord. On se dit mais c'est pas possible. Comment est-ce que on est arrivé à ces chiffres-là? On l'a recompté, fait valider par des démographes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que deux autres pays qui ont adopté non pas probablement les mêmes méthodes, mais des méthodes de sciences sociales et pas simplement de l'auto-report, arrivent à des chiffres supérieurs pour les Pays-Bas et tout à fait comparables pour l'Espagne. Et donc, pour l'Église, il y a 4 ans, un coup de massue, effet de sidération. Effet de sidération, effet de résistance aussi, bien évidemment. Comment ça, c'est pas possible? Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre-là? Et comment est-ce que on peut s'expliquer que ces chiffres soient restés dans dans la zone grise. Dans la zone grise, il y a bien quelques affaires qui ont effrayé la chronique, de prêtres qui ont été pris et qui sont passés aux assises, quelques-unes. Et comment expliquer ce silence finalement, ce silence et qui, je crois, c'est quelque chose qu'on peut poser d'emblée, qui va, dans le fond, deux pistes de réflexion. Première piste de réflexion, c'est l'inimaginable. C'est finalement, on ne peut croire que des réalités qui sont acceptables socialement. Et de dire que tel prêtre très connu, déclaré juste entre les nations, qui a fait des œuvres considérables, résistant, qui puisse agresser sexuellement des enfants, ça c'est pas possible, c'est inimaginable. C'est inimaginable et donc l'enfant qui, quand il ose le dire, qu'il arrive à vaincre sa culpabilité, quand il arrive à comprendre, parce que c'est un enfant qui, beaucoup d'entre eux, n'a jamais eu un contact avec la sexualité, il n'a pas les mots pour le dire. Quand il se risque à le dire à ses parents, ce qui est très rare en général, il prend une claque. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis du mal de notre bon curé, etc. Et commence pour lui le silence. Le silence, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon par les adultes. Je ne suis plus protégé par les adultes, à commencer par mes parents. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui est très spectaculaire, j'en dirai un mot tout à l'heure. Je voudrais insister sur un second phénomène. Second phénomène qui est encore plus perturbant, c'est que cet enfant, et on va retrouver ça chez les majeurs d'ailleurs, aujourd'hui victime de viol, de violences sexuelles. Cet enfant se dit, mais si je parle,
Si je parle, je vais tout faire exploser. Je vais faire exploser le collège, dans ma famille, et ça, c'est écrasant pour lui. C'est écrasant pour lui, et donc il a ce sentiment qui doit nous faire réfléchir, c'est que il comprend confusément que son silence, sa souffrance, sont les conditions de la paix sociale, sont les conditions que tout se passe bien. Lui, il en paye le prix, mais la société marche peut-être à ce prix-là. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. Pourquoi ? Alors, c'est une thèse qui est très développée aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu la SIAZ s'il n'y avait pas eu MeToo. Il n'y aurait jamais eu la SIAZ s'il n'y avait pas eu des scandales comme l'affaire Prena, qui ont permis une prise de conscience accélérée de la société française et des sociétés d'Europe du Nord en général, pas de toute l'Europe, beaucoup moins de l'Europe du Sud, ça on pourra y revenir, mais de l'Europe du Nord assurément. Et donc il y a ce sentiment de se dire, mais très fort chez les femmes victimes de violences sexuelles, qui sont souvent victimes de violences sexuelles par des gens qu'elles connaissent. En fait, contrairement à une représentation erronée du viol, les violences sexuelles aujourd'hui sont très rarement le viol dans un parking, dans la rue le soir, quelqu'un qui vous saute dessus. Non, c'est des viols d'interconnaissance. C'est un petit copain, c'est une relation de travail, c'est un membre de la famille, cette violence, outre la culpabilité, fait peser sur la victime quelque chose de terrible, parce que c'est toujours, elle se dit, mais voilà, si je révèle que le tonton diplomate qui revient des quatre coins de la terre en été, si je raconte qu'en fait, il me violait quand j'avais 16 ans, c'est le frère de mon père. Et donc, il se trouve qu'il était diplomate ou il était missionnaire. C'est la famille qui ne va pas résister. C'est le couple de mes parents qui ne va pas résister. Ça va faire tout exploser. Donc, il y a cette idée finalement d'un prix du silence et d'une sorte de sacrifice consenti de la part de la victime. Troisième réalité, pour vous introduire dans cette difficulté de la matière. Troisième difficulté, alors, je vous disais, il n'y aurait pas eu de SIAZ s'il n'y avait pas eu MeToo, s'il n'y avait pas eu cette libération de la parole, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas eu toute cette ambiance que nous connaissons dans nos sociétés, et c'est assez singulier, qui se comprennent par la sexualité. Non seulement la sexualité n'est plus taboue, mais elle est une manière de se comprendre et de poser des questions fondamentales. Il y a ce qui est appelé, c'est une expression que je n'aime pas personnellement, et j'ai mis du temps à comprendre qu'on doit à un très bon livre de Dorothée Ducy sur l'inceste, qui s'applique absolument à l'Église. C'est ce qu'elle appelle ça le continuum des violences. Le continuum des violences. Alors, il y a deux manières de comprendre le continuum des violences. Le continuum des violences, c'est soit, souvent dans certaines théories féministes, c'est finalement le patriarcat et la femme est soumise et subit des violences parce qu'elle est dans cette condition inférieure et en même temps refoulée, dont l'infériorité est refoulée par la société. Bon, ça c'est la théorie du continuum. Ce qu'on constate, nous, depuis 7 ans que je suis dans ces sujets, c'est autre chose, mais qui revient au même. C'est l'idée que très souvent, il y a une première agression sexuelle dans la petite enfance, à l'école, dans le sport, à la chorale, au cours de chant, une agression sexuelle qui fragilise une enfant ou un garçon, un petit garçon, et qui va passer en dessous des radars,
qui passe en dessous des radars, mais qui fait que les prédateurs sexuels ont un sens que n'ont pas les autres, ceux qui ne sont pas prédateurs, c'est de repérer immédiatement les enfants cassés, vulnérabilisés par une première agression. Et dans une classe, allez, il leur suffit de 5 minutes pour dire, tiens, lui, il est fragile. Et il peut faire le bon. Et donc, une sélection terrible. Terrible parce que agression sexuelle contre ce garçon et pas un autre. Et pas un autre. Et là commence la dégringolade. Commence la cascade du malheur. La cascade du malheur, c'est que, voilà, j'étais un gamin, alors ça, toutes les auditions commencent comme ça. J'étais un gamin qui posait pas de problème, j'étais heureux, j'avais des potes, on jouait au foot, j'étais bon à aller en classe d'ailleurs aussi, tout allait bien, jusqu'au week-end maudit où l'abbé est rentré dans ma tente. Et là, quand je rentre le lundi, je comprends plus rien en maths. Je suis triste, j'ai plus de copains, et puis je commence à souffrir de masturbation compulsive, et puis je rate mes études, et puis finalement je suis exclu du système classique, je me retrouve dans un IUT que j'ai pas choisi, à faire des études agricoles que je déteste, et puis commence un parcours de solitude, de désocialisation, de dépression, qui dure d'après ce qu'on voit, entre 35 et 40 ans. Donc, les gens qui viennent nous voir après ajouter 45 ans plus 9, ça fait presque, on n'est pas loin de la retraite, bon, d'une vie ratée. Parce que les symptômes sont très invalidants. Ils sont très invalidants parce que, d'abord, on ne supporte plus d'être touché. On ne peut plus toucher non plus, d'ailleurs. On ne peut plus toucher non plus. Et puis, une méfiance des autres, une perte de confiance dans les adultes, très, très importante, qui ne revient jamais, la plupart du temps, qui ne revient jamais. L'enfant qui reçoit une claque de sa mère, je parle d'un dossier qu'on a vu cette semaine, il reçoit une claque de sa mère, il n'a pas 10 ans encore. Et il dit, de ce jour, je me suis occupé de ma mère jusqu'à la fin. J'étais un fils en apparence exemplaire. J'avais perdu toute confiance en elle. Et ça n'est jamais revenu. Et mettons-nous à la place de cette mère, qui n'a pas compris ce qui s'était passé, qui ne comprend pas, et qui probablement est morte sans l'avoir compris. Pourquoi, avec ce fils-là, ça ne marche pas, je sens qu'il n'y a pas d'affection, il est froid, il est distant, il est correct, mais bon, dans le meilleur des cas. Et donc, vous voyez la difficulté et le scandale. La difficulté qui est la difficulté qu'il ne s'agit pas simplement de réparer les conséquences, comme on est renversé dans la rue, on a le pied cassé, invalidité totale pendant 15 jours, 3 semaines, frais d'opération, précium doloris. Les juristes font ça toute la journée, ça on sait faire, hein, ça répare plus ou moins. Mais on répare les conséquences d'un accident fautif. Réparer ce gamin, quoi, cet homme de 55 ans qui vient nous voir et qui n'a jamais pu parler, qui n'a jamais pu raconter à ses 2 ou 3 épouses, avec lesquelles ça n'a jamais marché d'ailleurs, qui n'a jamais pu raconter ce qui s'était passé dans sa vie, c'est autre chose. C'est autre chose. On ne va pas réparer les conséquences comme un accident de la circulation fautif. Non, il faut imaginer autre chose. Et ça, si vous voulez, alors c'est toute une histoire avec l'Église aussi, on pourra revenir dans la discussion, mais il y a tellement de choses à dire. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'Église,
et pour l'immense majorité des congrégations, moi je travaille avec les congrégations, mais c'est vrai aussi qui sont des prêtres engagés, découvrir cette réalité, vivre avec cette réalité, accepter la responsabilité de cet état de fait est quelque chose d'absolument terrible. Terrible. Terrible parce que tant qu'on ne l'a pas vu de près, on n'y croit pas. Ou on dit, oh, le père machin, il était un peu tactile, oui, peut-être. Et puis parce que c'est un crime parfait. C'est quoi un crime parfait? C'est un crime auquel on ne peut pas rendre justice. Notre petit louveteau, là, de 9 ans, l'abbé, il en avait 55. Le temps que, je pense à une situation de 3 louveteaux qui étaient dans la tente, ils étaient tous les 3. Et ils se sont dit, c'est un truc de gamin, ils se sont dit, on ne se séparera jamais avant d'avoir parlé. On ne se séparera jamais. On restera copains. Sur les 3, il y en a un qui s'est suicidé. En disant pourquoi il s'est suicidé. En disant, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop dur, salut. Et les 2 autres, l'un vient nous voir. Et donc, vous voyez immédiatement le scandale absolu pour le confrère ou par le responsable religieux, parce que quand il vient me voir, son agresseur est mort depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut dire, ah ben moi c'est très bien, on est très triste pour ce qui est arrivé à ces pauvres garçons, mais enfin, voilà, on est dans un état de droit, des preuves de ce qui s'est passé dans une tente, dans un week-end, il y a 40 ans. Et puis en plus, le prêtre, il est décédé, donc il n'est pas là pour se défendre. Et puis bon, donc une défense en droit, qui est la première réaction, et qui est extrêmement improductive et qui ajoute au scandale. Parce que, est-ce que vraiment ça correspond au sens de la mission sacerdotale que de se planquer comme ça devant ses responsabilités? Et donc, il y a eu un passage qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, mais que j'ai vécu et qui est de se rendre compte que le droit, la justice, celle qu'on connaît, des juges, des policiers, des tribunaux, des avocats, du droit, de l'état de droit, quoi. Bon, eh bien, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce qu'elle ne peut pas marcher. Parce que, encore une fois, il s'agit d'un crime parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première attitude de beaucoup, ça a été de dire, et l'Église a dû vivre une histoire en accéléré dans cette affaire-là. C'est-à-dire, première attitude, on fait du droit. Bon, alors on veut bien être charitable, hein, charitable, mais pas coupable. On va payer un petit quelque chose, pas trop. À titre de la charité. Mais en aucun cas, on est responsable de ce qui s'est passé. Ça, c'était la première attitude qui est due à la sidération et qui est due aussi, je crois, à l'incompréhension devant l'inimaginable. Et inimaginable et extrêmement cruel pour les religieux. Extrêmement cruel. Je pense à un provincial à qui je l'invite à venir parce que lui expliquer qu'on a reçu une plainte, la révélation d'une victime, et je le vois encore s'effondrer en sanglots en disant mais non, pas lui, c'est mon père maître des novices, mais c'est lui qui m'a formé, mais c'est pour lui que je suis rentré dans la vie religieuse. Et ben voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail très important qui, je pense, aujourd'hui, a été très largement effectué. Pas partout. Pas non plus définitivement acquis non plus. Qui est de dire,
Et on le voit d'ailleurs dans les congrégations, ce moment de lâcher prise. Alors on commence à argumenter. Il n'y a pas de preuve. Et puis la victime, est-ce qu'elle dit la vérité? La victime, elle est un peu alcoolique. Hein. Votre gars, il est un peu alcoolique. Pour cause, il est un peu alcoolique. Il est un peu alcoolique parce qu'il s'est fait violer à 9 ans. Et qu'il est rendu non crédible par le délit même qu'il vient révéler. Alors si c'est une femme, j'ai pas besoin de faire des dessins. Hein. Oui, elle est fabulatrice, elle est menteuse, nymphomane, une emmerdeuse, alors vous allez la croire, etc. Et en fait, c'est l'attitude du déni qui rend la victime comme ça. Première attitude. Et souvent, dans la plupart des cas, et je vous dis ça parce que c'est très important pour vous, pour comprendre comment travailler avec des religieux ou des congrégations, c'est finalement de les inviter à lâcher les freins, à lâcher prise. Et souvent, on a à cette première attitude, on suit une seconde qui dit bon bah allez, ok, ok quoi. On fait le pari de les croire. On fait le pari de les croire. C'est quelque chose, hein, parce que c'est finalement quelle raison on a. C'est la feuille qu'on a reçue d'une congrégation il y a peu de temps, église. Un homme qui raconte une histoire, alors qui raconte une histoire avec ça encore plus, ça aussi c'est fréquent, c'est-à-dire, je me souviens que je suis monté, c'était en 74 ou 75, j'ai emprunté un escalier qu'en principe on n'avait pas le droit d'emprunter nous les élèves. Ça je m'en souviens parce que je me disais mais qu'est-ce que j'ai bien le droit de venir là, je suis le prêtre, bon. Puis après blackout, plus rien, je me souviens de rien. Je me souviens, je redescends et il y a un peu de sang dans mon slip. C'est tout. Il y a 40 ans. Hein. Donc, et les pédopsychiatres, on a 2 pédopsychiatres chez nous qui disent, ça peut indiquer qu'il y a eu un passage à l'acte très grave sur lui, sur probablement un acte de sodomie brutal, qui fait que le gamin Dijon, que pour se protéger, il se souvient plus. Bon. Alors, la congrégation nous a écrit cette lettre qui était très digne et nous a dit, eh bien, je n'ai aucune raison de ne pas croire ce monsieur. Je n'ai aucune raison de ne pas croire le monsieur, donc allons-y. Et alors là, c'est intéressant, c'est parce que il se passe quelque chose qui est singulier, qu'on nous on voit avec la distance. On a traité 1200 situations et l'IR on a traité un peu plus 1600, donc on a traité 3000 situations et dans le fond on constate toujours les mêmes choses. On constate quoi? On constate que quand on fait le pari de croire une victime qui raconte une histoire comme ça, le tableau de sa vie va confirmer ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuve de ce gamin qui a eu un scotome au moment de l'acte. Donc on n'a pas de preuve, et puis c'est très longtemps, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il va présenter le tableau clinique d'un enfant qui a été maltraité, abusé sexuellement, dans l'échec scolaire, dans la phobie de répétition. Terrible pour les victimes, elles sont tiraillées, hantées, obsédées par une pulsion, ce qu'elles croient être une pulsion, d'agresser à leur tour. Parfois, elles passent à l'acte. Alors, vous imaginez, on a indemnisé un homme qui a passé plus de 20 ans en réclusion criminelle et qui avait été très très sévèrement agressé sexuellement dans son enfance. Alors, voilà, le pari, on est dans une perspective positive, on fait le pari que c'est vrai. Et quand on fait que le pari que c'est vrai, d'abord ça change la manière d'écouter.
Ça change la manière d'écouter. C'est quand c'est ce qu'on avait vu avec Thierry Bobet en mettant en place les auditions de victimes. On a essayé de faire ce qu'on appelle une écoute radicale. L'écoute radicale, c'est une écoute qui ne se pose pas de questions, qui ne se pose pas les questions que se pose le juge que je suis, ou le policier, ou le psychiatre, ou le médecin, qui sont des questions professionnelles, où on cherche à tester un récit pour voir si ça tient, si ça colle, les dates, tout ça, bon, ou des symptômes, etc., ou des antécédents, non. Là, c'est une écoute, on vous croit, on fait le pari de vous croire, on vous écoute avec bienveillance et pour en parler dans la discussion, d'une manière qui ne pose pas d'emblée l'asymétrie de quelqu'un qui a un savoir particulier et face à une personne qui n'a pas ce savoir, qui est celui, encore une fois, des professionnels, qui peut être aussi celui d'un religieux. Hein. Moi, j'ai les clés du royaume. Hein. Non, là, on écoute entre hommes, entre femmes, entre citoyens. Et là, d'abord, très souvent, on dit, bah alors, vous venez nous voir, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la personne ne parle pas de ce qui s'est passé. Elle parle pas de ce qui s'est passé. Elle parle de son enfance, elle parle de tas de choses, parce qu'en fait, elle nous teste pour savoir est-ce que vous allez vraiment m'écouter. Et ce n'est qu'à la deuxième rencontre que là, elle va être beaucoup plus bavarde, prolixe, elle se sentira en confiance. Souvent aussi, c'est un grand classique. Les gens disent, je me souviens d'une femme qui me disait, moi j'étais, le monsieur, le prêtre, il mettait la main sur le genou. Bon. Et puis on parle, une audition c'est minimum 2 heures, 2-3 heures. Hein. On parle le prêtre, et puis à la fin, je lui dis, mais madame, le genou, une main sur le genou. Je lui dis non, c'était un peu plus haut. Et en fait c'est un viol digital qu'elle décrivait et qu'elle ne pouvait pas dire tout de suite. Et donc il faut laisser le temps pour que des aveux complets. Très intéressant, les personnes qui viennent raconter une agression sexuelle, pour moi, je suis juge, j'ai entendu pas mal de gens qui sont passés aux aveux, la manière dont la culpabilité, les tourments, la manière de parler quand on avoue un délit ou un crime. Et dans le fond, c'est la même manière dont parle une victime. Très intéressant. Elle raconte son histoire comme si elle était coupable, avec la même émotion, le même... Et donc ça veut dire que cette vérité, on ne peut l'atteindre que par la confiance, que par le « on vous croit », que par l'écoute radicale, que par la non-directivité d'emblée. Alors, parfois, il faut entendre des tas de choses. Bon. Et donc, ça veut dire que c'est un élément qui est extrêmement important. C'est qu'une fois que on a renoncé à se cacher derrière la loi ou derrière le droit canon ou derrière des tas de choses, eh bien, on a mis la victime au centre et on fait procéder la recherche de justice et de réparation depuis son histoire, depuis elle-même. Et on s'en fiche que l'auteur soit décédé. C'est plus la question. La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rendre justice, et qu'est-ce que ça veut dire rendre justice pour une vie foutue, dévastée.
Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup réfléchi en pratiquant et en réfléchissant sur nos pratiques à la CRR comme à l'INIR, en réfléchissant qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, mettre la victime au centre. Lui permettre de se libérer de cet aveu. Hein, toujours cette ambiguïté du terme aveu. Pour les gens, l'agression sexuelle dans l'enfance, c'est la chose la plus importante qui s'est passée dans leur vie. On a eu plusieurs situations dans lesquelles des gens qui étaient sur le point de mourir, qui étaient en soins palliatifs, qui étaient en réanimation, disaient je veux voir quelqu'un de la CRR parce que j'ai quelque chose à dire. Et ce qu'elle avait à dire, c'est de dire, ben voilà, alors ça peut être plusieurs choses. C'était, ben ouais, j'ai été agressé sexuellement, et comme si elle voulait dire ça, se soulager de ça avant de partir. Plusieurs fois, ça nous est arrivé. Et donc, repenser la justice. Alors, si possible, et c'est ce qu'on arrive à faire dans l'immense majorité des cas, avec un partenaire de justice, c'est-à-dire avec la congrégation, avec une institution religieuse qui a compris et qui soutient cette démarche. Qui soutient cette démarche et qui accepte la responsabilité, même si parfois, très souvent, c'est des prêtres qui n'ont pas connu. Alors, ils font des choses, je pense à un monastère cistercien où le père abbé a recherché des compagnons. C'était un jeune moine qui admirait beaucoup. C'était un jeune garçon qui admirait beaucoup un jeune moine, et puis qui est rentré au monastère, et puis qui a été abusé par ce moine qui était devenu le père abbé. Il avait 19 ans. Et ça a été une histoire, c'était une histoire très longue et et le père abbé, l'actuel, qui est absolument pour rien, il a dit, mais je vais rechercher des témoins, s'il en reste encore. La personne est venue me voir, elle avait 84 ans. À 84 ans, elle a été abusée à 19 ans, faites le calcul. Et donc, il a retrouvé un qui était dans un monastère au Pérou, un autre qui était bon. Et il parlait avec eux pour dire, est-ce que tu te souviens du père machin, est-ce que tu te souviens d'un petit novice? Ah ouais, etc. Bon. Pour essayer d'établir des éléments qui permettent, parce que les victimes, elles sont... Il y a aussi autre chose qui est incroyable et qui rend le travail compliqué, c'est que c'est tellement massif que beaucoup d'entre elles ont une sorte d'incertitude sur cet événement. Ils y ont tellement pensé qu'à la fin, ils se disent mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même vrai ce qui m'est arrivé? Et quand on leur dit, bah oui, on a fait des recherches et effectivement, on a trouvé une autre victime, soulagement. De dire, donc c'était pas un fantasme, c'est vraiment passé. Donc, d'où l'importance qu'on accorde aux rencontres avec la congrégation pour établir les faits, pour croire les faits et les tenir pour vraisemblables. Alors, les congrégations avaient très peur au départ de se dire qu'il va y avoir des passagers clandestins, il va y avoir des profiteurs du système. En fait, on n'en a pas rencontré beaucoup. Il y en a rencontré deux, dont l'une était un prêtre d'ailleurs, qui avait été victime, et l'autre, à la fin, comme on ne sentait pas cette affaire-là, il y a un truc qui ne collait pas. À la fin, il nous a dit, non, en fait, c'est pas à moi que c'est arrivé à ma femme, mais elle ne veut pas le dire, donc moi, je prends son histoire sur moi pour... Bon. Voilà. Ce qui peut se comprendre aussi. Voilà. Et donc... après, on essaie d'établir une réparation, j'ai bien une réparation financière, pas une indemnisation.
parce que c'est irréparable, c'est inindemnisable. Mais ce qu'on peut faire, c'est, on s'est basé sur un maximum qui est le maximum versé par les juridictions civiles françaises pour les atteintes à l'indignité, qui était de 60 000 euros, 70 000 euros. Bon. Donc on a fixé un plafond à 60 000 euros, de façon à faire un système durable. Un système durable qui va permettre à une congrégation de tenir le coup quand ils ont eu un gros agresseur ou de plus en leur sein. Et donc faire un système qui tienne la route. Les Chiliens, ils sont partis très fort pour la première agression. Il y a eu ils ont indemnisé à 250 000 $ la victime. Bon, après l'Église du Chili, même les jésuites, on va être très riches. Tenir s'il y a un grand nombre de victimes, ils vont pas tenir la longueur. Et donc ça va amener des différences. Donc, différence de traitement. Donc, nous, on a fixé à 60 000 euros et qui va être payé par la congrégation, par la communauté, ce qui en général pose pas de problème. On a très souvent, dans 98% des cas, c'est ce qui se passe, non sans douleur parfois. Hein. Et donc, cet argent, à quoi il sert finalement? Cet argent, il sert à donner du crédit à la parole de reconnaissance. Il alourdit la parole de reconnaissance. Une chose est de dire « Ah, je suis absolument navré de ce qui vous est arrivé, je me sens très, très, très responsable et très coupable ». Et autre chose est de dire exactement la même phrase, mais ça me coûte 40 000 euros, ça me coûte 60 000 euros. Et cet argent, il va avoir pour but de relancer dans l'existence. C'est-à-dire, relancer dans l'existence, c'est intéressant, parce que des gens qui arrivent à la soixantaine, en fait, ils n'ont plus tellement besoin d'argent. Parfois, ils ont bien réussi leur vie. Il y a un syndrome qui est connu, d'ailleurs, qui sont des gens qui ont une excellence professionnelle, comme conséquence de l'abus. Hein. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils réussissent très très bien. Ils réussissent très très bien, ils ne sont pas toujours très heureux intérieurement, mais il y a un garçon abusé dans une grande ville de France, et il est pris d'une pulsion de tuer le prêtre qui l'a abusé. Il a tellement peur de lui-même qu'il quitte son père, il quitte sa famille, il dit « Je veux faire des études d'hôtellerie à Paris ». Je me dis, mais quoi tu as commencé des études de médecine, tu vas devenir hôtelier à Paris, pourquoi tu parles? Et il discute avec son père, et il dit à son père, je te promets que je reviendrai avant 30 ans dans cette ville, et je serai propriétaire d'un hôtel. Ce qu'il a fait. Et il l'a fait parce qu'il était poussé par l'énergie du désespoir, tiraillé qu'il était par une pulsion meurtrière qu'il était incapable d'assumer, incapable de dire. Bon. Alors ça, c'est le type d'histoire qu'on rencontre. Mais la réparation ne se termine pas au versement de cette somme. Il se termine par un geste symbolique. Un geste symbolique, ça veut dire que à chaque fois, ça sera différent. On va élaborer avec lui des modalités qui vont permettre qui vont être pleines de sens ou avoir un peu de sens pour lui. Et donc, alors ça peut, il y en a un, c'était un homme de 75 ans, un cancer, plus en très bonne santé, orphelin, abusé dans l'orphelinat par une religieuse, ce qui est rarissime, là c'était une religieuse. Bon. Et cet homme, en fait, pour retrouver l'enfance qu'il n'avait pas eue, faisait des petites voitures. Il faisait des jouets en acier et il avait plein de petites voitures et d'objets très divers qu'il avait fabriqués lui-même. Et quand on lui a dit, monsieur, qu'est-ce qui vous réparait? Il a dit, écoutez, il y a un truc qui me ferait très très plaisir, c'est qu'on expose les petites voitures. Qu'on expose tout ce que j'ai fabriqué dans ma vie, et en fait, très clairement, qu'il avait fait pour s'acheter une enfance, qu'il
qu'il n'avait pas eu parce qu'il était orphelin et en plus il avait été agressé sexuellement. Et donc, il a exposé cette petite voiture, le journal local est venu, Ouest France a fait une photo, etc., la congrégation. Et c'était, voilà, ça a été un moment réparateur pour lui de pouvoir... bon, il y en a un autre qui quand il était... c'était une histoire sordide d'un prêtre qui avait fait un petit hôtel dans le grenier avec la Sainte Vierge et qui violait l'enfant devant l'hôtel et devant la statue de la Vierge. Bon. Après, il a des histoires terribles. Alors, cet homme, quand ça se passait, il avait quelque chose qui est typique des victimes d'ailleurs, c'est de se dissocier. Par protection, il se dissociait. Et en fait, dans sa vie, il avait passé sa jeunesse au Maroc, qu'il avait quitté à 7-8 ans pour venir dans l'est de la France, où on avait mis ses parents, qui étaient militaires, l'avaient mis dans un collège où là, il a été agressé. Et quand il était agressé, il pensait au Maroc. Il pensait au Maroc, il pensait au soleil, il pensait aux orangers, il pensait à son enfance. C'était sa manière de tenir. À 70 ans passés, finalement, il y a une réparation, puis c'est un homme qui a fait du chemin, enfin bref, une belle histoire. Et la congrégation a eu l'idée de lui dire, bah, écoutez, monsieur, on a payé pour vous, etc. Et si vous retourniez au Maroc avec votre femme, dans lequel il n'était jamais revenu au Maroc. Bon. Ah! Et là, il est parti, il a passé une semaine dans cette ville, il a retrouvé son enfance. Toujours cette métaphore très très importante chez les victimes, c'est prendre soin de l'enfant qui est en soi, de l'enfant qui n'a pas pu grandir, de l'enfant parfois qui est mort et qu'on traîne avec soi pendant toute sa vie. C'est ça le geste symbolique et c'est ça qui permet de donner du sens et souvent qui va alors tout vocabulaire religieux est banni à la CRR. De toute façon, on est absolument indépendant dans la CRR. Il y a des gens de tous horizons. Il y a un ancien policier qui est issu de l'immigration. Il y a un psychiatre d'origine algérienne. Il y avait un membre de la communauté juive qui nous a rejoint, qui est parti ensuite, puisque bon. Et donc il y a puis la plupart des gens, je ne demande pas de certificat de baptême aux gens qui nous rejoignent, tout au contraire, c'est-à-dire que, tout au contraire, la réparation, on le fait avec les partenaires de justice que sont les congrégations et qui, encore une fois, s'y prêtent, quoi, collaborent, travaillent avec nous, mais on le fait de manière absolument indépendante. C'est une condition de réussite, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont très très fâchées avec l'Église, qui veulent plus voir une soutane de leur vie. Et il y en a certaines, alors c'est pas quoi, c'est une minorité, mais qui existe quand même, qui disent mais alors moi je veux bien vous voir, vous, mais alors aucun contact avec les religieux, et aucun. C'est terminé. Bon. Et en général, ceux qui disent ça, aucun contact, et puis une fois que le processus est terminé, à ce moment-là, il y a parfois un contact. C'est ça qui est intéressant. Une jeune femme qui a été violée dans l'hôtellerie d'une abbaye cistercienne, elle dit ben moi, je vais leur dire au curé ce que c'est que d'être violée, et puis etc. Bon, en colère, une colère terrible. Et elle dit mais je veux bien rencontrer la communauté, mais à la porterie. Du côté où on rentre par l'extérieur, je ne rentrerai pas dans le couvent. Bon, très bien. Donc on organise, il y a 3 pères abbés, une communauté cistercienne et puis d'autres moines qui sont venus, bon, des gens du village, centaines de personnes, et elle raconte ce qui s'est passé, et puis bon, ça dure plus longtemps que prévu, ça se passe bien, et puis le geste consistait à aller planter un mimosa, un arbre féminin, d'aller planter un mimosa dans le cloître. Donc on est allé planter un mimosa dans le cloître. Il pleuvait, d'ailleurs c'est une pluie battante, et elle vient avec nous. Très bien. Elle vient avec nous, et alors on plante l'arbre, et puis on est saucé par... Et après, les moines avaient préparé une petite collation. Et alors, c'était assez... Bon. Et alors, elle va à la collation avec les moines. Puis elle discute avec eux.
Et puis c'est sympa, c'est comme elle était l'habitude de l'abbaye, mais c'est faire machin, mais vous, etc. Et puis les vêpres sonnent. Et les moines disent non, les vêpres, non, on reste avec parce qu'avec ces gens-là, avec toute cette communauté humaine éphémère qui se réunissait autour d'un truc terrible, mais qui s'était retrouvée. Et donc, voilà, et la surprise pour nous, et puis pour le père Avé, qui avions préparé la cérémonie, on s'est dit, ben voilà, sa colère est tombée, et elle était finalement contente de pouvoir échanger avec les moines, et après, elle a voulu d'ailleurs se consacrer à aider les victimes, à faire un groupe de parole, etc. Voilà, je ne veux pas être plus long, et tout ça pour vous dire que finalement, ce que nous avons essayé de mettre en place, c'est de trouver des formes de justice restaurative, réparatrice, transformative, appelez-la comme vous voulez, mais qui, en dehors de la procédure et du procès pénal, et pour contourner l'impossibilité dans laquelle ils nous mettent de rendre justice, eh ben, on invente des moyens pour non pas réparer ces vies dévastées, mais pour les relancer dans la vie. Et très souvent d'ailleurs dans ces rencontres. Très souvent dans ces rencontres, il y a, ils viennent avec leur propre famille. Et souvent, alors c'est des familles, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les enfants, les conjoints, et ils viennent là aussi parce que parfois ils n'ont pas réussi à dire à leurs enfants ce qui leur était arrivé, et ni à leurs épouses, aussi ça arrive. Ou à un frère et sœur pour dire, je me souviens d'une fille qui disait à sa sœur, mais tu vois, hein, tu me prenais pour une hystéro, ben voilà, tu vois ce qui s'est passé maintenant, c'est certifié, et donc tu me connais mieux maintenant. Et donc c'est très important, et souvent les parents d'ailleurs, c'est toujours la même chose, disent ah mais alors je comprends tout. Alors si j'avais su ça quand on s'est mariés, ah ben maintenant je comprends pourquoi tu veux jamais aller en montagne, pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es obsessionnel, pourquoi t'es aussi chiant, parce que c'est l'expression. Bon, tout s'explique. Et c'est un moment, et ben voilà, c'est un moment qui permet aux victimes de repartir, on espère un peu plus apaisées, et de pouvoir profiter des dernières années qu'il leur reste à vivre. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions et je vous passerai le micro pour que nous puissions tous nous entendre et que ceux qui sont en ligne puissent nous entendre également. Première question. Bonjour, je suis désolée, mais je trouve qu'il n'y a pas de mise en cause de la justice elle-même. Parce que beaucoup de gens qui étaient victimes, quand ils se présentaient, ils étaient rejetés. Souvent, par exemple, les femmes qui ont été agressées sexuellement, on les menaçait de dénonciation calomnieuse, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mise en cause de la justice elle-même. De l'appareil judiciaire, parce qu'on ne peut pas parler de justice en France, mais de l'appareil judiciaire fonctionne de façon. On prend plusieurs questions, non? On peut prendre plusieurs questions. C'est pas que je cherche à me dérober à cette... Moi, c'est une remarque. J'ai un étonnement parce que vous avez dit que les personnes que vous rencontrez ont souvent réussi professionnellement, enfin en tout cas ont réussi à construire une vie. Personnellement, dans notre diocèse, toutes les personnes que nous avons écoutées, que nous accompagnons, elles ont des vies, même professionnelles, tellement catastrophiques qu'on est dans des situations de grande précarité et ça n'attend pas, elles ont 40, 50, 60 ans. Mais c'est vraiment ne plus rien avoir à manger et notre souci c'est qu'elle garde au moins toi. Du coup voilà, je me dis je suis étonnée de ce hiatus. Encore une troisième question et je vous passerai la parole. Merci beaucoup pour ce très intéressant exposé. Est-ce que vous avez organisé des médiations si l'auteur était encore vivant entre l'auteur et la victime ?
Merci. Alors tout d'abord pour rectifier, c'est pas du tout. J'ai dit exceptionnellement. Je me suis mal exprimé. Exceptionnellement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a un homme politique assez célèbre qui a demandé, alors en toute confidentialité, à dire ben voilà, moi j'ai réussi ma vie, j'ai été heureux, j'ai pas divorcé contrairement à tous mes petits camarades du parti, et j'ai 80 ans, mais je veux que ça se sache. Je veux que, voilà, que c'est pas normal ce qui m'est arrivé. Et donc, il a eu un euro symbolique. Alors, il y a des profs de médecine, etc. Il y a de tout. C'est très exceptionnel, ces parcours de réussite. Mais ça arrive aussi. Hein, donc, excusez-moi pour être mal exprimé. Alors, il n'y a pas de justice en France. Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Il y a, alors d'abord dans les affaires dont je m'occupe, dont on s'occupe à la CRR, elles sont prescrites la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité. Donc il y a très peu. Alors ça arrive. Il y a très peu de gens qui ont porté plainte, et très peu. Des enfants qui ont porté plainte. Ça arrive. Que l'institution judiciaire soit pas à la hauteur, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle n'échappe pas à la règle de ce chape de plomb, si vous voulez. Ça c'est sûr. Maintenant, ça a changé et ça change, et là aussi dans des grandes difficultés. Alors pourquoi médiation? Non, pas de médiation. Pas de médiation, pourquoi? Parce que la médiation, c'est quand on cherche à dissoudre un conflit. Un conflit de voisinage, un conflit familial, un conflit conjugal. Là, il s'agit de crimes qui sont punis et réprimés par des 20 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce qu'on va faire une médiation là-dessus? Et on va demander à la victime de négocier sa souffrance, de dire, rentrer dans une discussion j'allais dire, de marchand de tapis. Non, moi je demande ça, non, pas ça, etc. Non. Alors ça, c'est... nous proscrivons absolument toute médiation. Et c'est ça a été une des premières discussions qu'on a eues d'ailleurs avec la COREF. C'était de dire, la COREF aurait dit, voilà, on a des médiateurs sympas qui vont essayer d'arranger un peu les affaires. Non, on n'arrange rien. Et la victime est au centre précisément parce que ça procède de son histoire. Et nous faisons des recommandations que les congrégations sont libres de suivre ou pas. On n'a aucun pouvoir de contrainte. Hein. Mais pas de médiation. Ça me semble être une perversion, si vous voulez, la médiation, parce que ça évite d'avoir à nommer les choses. Et en fait, c'est absolument essentiel pour la victime et pour la congrégation. C'est essentiel de nommer les choses. Il s'agit d'un viol. Un viol digital, c'est un viol. Et un viol, c'est 20 ans de réclusion criminelle. C'est la cour d'assises. Il y a des gens qui se trouvent en prison pour des années pour ça. Pour quelle raison le père machin échapperait à la règle? Et pour lui, c'est important. Alors, parfois, les supérieurs me demandent d'aller voir des religieux âgés dans des EHPAD pour leur dire voilà, je voulais vous dire que j'ai reçu Madame Machin, Monsieur Truc, etc., qui vous mettent en cause. Leur récit a été tenu pour vraisemblable par moi et par la CRR et par votre communauté. Et voilà, il faut que vous le sachiez. Et le provincial d'ajouter à ce religieux, si tu as encore un peu d'honneur, tu devrais démissionner. Bon. Est-ce que dans ces cas-là, c'est l'auteur des faits qui peut être amené à contribuer financièrement? Parce que là, on a l'impression que vous dites que c'est forcément la congrégation. Est-ce que dans le dernier cas que vous avez dit, il peut être demandé à cette personne l'auteur des faits, il a fait vœu de pauvreté. Il faut juste attendre
Ah bon. On va attendre le micro. La réponse est très simple. L'auteur des faits, il a fait feu de pauvreté. Donc, il n'a plus de patrimoine. Il n'a plus de patrimoine. Et donc, il faut répondre. C'est le problème, notamment pour l'immense majorité des congrégations. Il n'y en a pas toutes. Et il y a une congrégation qui est extraordinaire, qui vit une réelle pauvreté. Ça existe. Il y a pas mal de congrégations qui ont du répondant financier, d'autres qui sont dans le dénuement le plus absolu, par choix. Et je pense à une situation dans laquelle, heureusement, il y avait un héritage. Il a dit, on va s'en sortir parce qu'on va prendre ça sur son héritage. Mais non, c'est le religieux a fait de pauvreté, il n'a pas de patrimoine. Là, c'est derrière vous. Parlez assez fort. Il semble qu'en ligne, on n'entend pas bien les questions. Sinon, je les répète. Merci. Après vous avoir écouté, je vous remercie pour tout ce que vous venez de nous dire. Ça nous éclaire sur beaucoup de choses. Mais moi, j'ai une inquiétude. Et par exemple, l'agresseur, juridiquement, il a été condamné, voilà. Il a essayé de réparer le victime. Mais au cas, par exemple, si c'est un agresseur qui est vraiment très âgé, on sait qu'il n'y a plus de possibilités de réussir. Mais si c'est un jeune, voilà, et qu'il a été condamné, est-ce qu'après sa condamnation, après qu'il a purgé sa peine, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour cette personne pour éviter qu'il ne refasse encore ces affaires-là? Merci. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, la réponse à cette question, elle dépend d'abord de savoir s'il a reconnu les faits ou pas. Ça, c'est essentiel. S'il reconnaît les faits, il est possible de faire du travail. Il est nécessaire de faire du travail. Il faut le faire et c'est pas facile. Si on est en face de quelqu'un qui a, je suis pas psy, mais qui a une constitution perverse, qui ment, qui manipule, qui est procédurier, qui prend tout de suite un avocat contre son provincial, qui est dans une répétition. C'est un délinquant un peu dispositif. Il fait toujours la même chose, il s'y prend toujours de la même manière. Là, et qui ne veut pas reconnaître. On ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est un peu, malheureusement, il y a une partie des délinquants sexuels pour lesquels des gens très très incrustés, très clivés, ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, il faut le tenter, il faut poser des diagnostics, il faut en parler, il ne faut pas se planquer derrière le fait « Ah, il a purgé sa peine, on oublie tout ». Non, on n'efface pas, non. Et ça, c'est la justice civile. Mais il y a ensuite la responsabilité que prend une congrégation, et ça, l'Église a été extrêmement fautive là-dessus, de dire « Ah bon, il a été condamné, voilà, on va en Afrique, tiens ». Comme ça, exfiltré en Afrique. Mais c'était la règle. C'est un scandale absolu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord, d'ailleurs, devant ce scandale. Mais c'était comme ça qu'on faisait dans les années 50, 60. Et je crois que c'est pas parce qu'on a pu purger sa peine, encore une fois, qu'on en a fini, surtout dans une communauté religieuse où on est collectivement responsable des agissements des uns et des autres. Bonjour et merci déjà. Quand vous dites que le problème de l'Église est fautif pour un certain nombre de choses, je trouve qu'elle est restée encore fautive il n'y a pas très très longtemps. Je pense à un évêque, notamment l'évêque de Créteil, qui simplement a démissionné et est parti dans une congrégation religieuse. Il continue de célébrer la messe. Et j'ai demandé à un prêtre il n'y a pas très longtemps, apparemment, il n'y a jamais eu d'excommunication au niveau de prêtre reconnu coupable. Vous parliez là à l'instant du prêtre qui était dans son EHPAD. Bon, il est dans son EHPAD, je suis bien désolé pour lui, mais ça change, enfin vraiment ça ne change rien sur un plan religieux, sur un plan canonique.
Et voilà. Et je pense à cet évêque, si vous voulez, bon, qui a fait, pour une bonne majorité de gens qu'on bien connu, qui était reconnu coupable. Enfin bon, il a démissionné, mais il continue, sur un plan religieux, ce qui est un peu choquant, il continue de faire la messe, il continue de tenir l'hostie, et voilà. Et il n'y a pas, apparemment, il n'y a jamais eu de cas d'excommunication dans les prêtres, même reconnus coupables. Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est un véritable problème. Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. Il y a la question, il y a une immense question de la difficulté, voire de l'impossibilité de l'Église à faire exécuter ses sanctions. Ça paraît idiot, mais en fait, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, un prêtre est suspendu, il ne peut plus dire la messe. Sa petite cousine lui dit, bah, tu viens célébrer mon mariage, je veux que ça soit toi, ben, célébrer le mariage. On ne va pas lui demander son certificat de non-suspension quand il va. Bon. Donc ça, c'est un vrai problème pour l'Église. Quand bien même elle le veut, c'est un vrai sujet de faire respecter ces décisions. Ensuite, vous allez plus loin, vous dites, il y a un problème plus profond et qui est lié à l'Église. C'est-à-dire finalement le discours religieux, spirituel, clérical, il a tendance pas à banaliser, il a tendance à avoir une réponse finalement à tout. Et j'en veux pour preuve l'idée, ah oui, c'est un pécheur. Je pense au regretté pape François dans l'avion qui dit, elle avait Pierre, oui, c'était un grand, je sais plus ce qu'il a dit, ah oui, un grand pécheur. Il aurait pu dire c'est un grand fumeur. Hein, bon, c'est un grand pécheur. Bon. Puis de toute façon, on est tous pécheurs, on est tous des hommes. Donc où est le problème ? Et donc, il y a une véritable difficulté. Alors, moi, je suis pas religieux, elle n'est pas de mon sort, mais je la trouve très intéressante, qui est la difficulté pour l'Église, d'un point de vue plus profond, à accepter et à comprendre cette sorte d'hyper-événement, on pourrait dire, qui est l'agression sexuelle. Pourquoi un hyper-événement ? Parce qu'il n'est pas... Il ne doit pas être intégré dans des catégories. On est dans la catégorie de l'injustifiable. Un prêtre peut être colérique, peut être alcoolique, peut avoir ses... Bon, il peut être un mauvais théologien, il peut être tout ce que... Mais ça, c'est de l'abus ou c'est de l'imperfection. Quand il agresse un enfant, on est passé à autre chose. Et cette autre chose... Je crois que c'est le travail que sont en train de faire certaines congrégations, pas toutes malheureusement, de dire, mais il y a une congrégation qui nous a très intéressante, qui a demandé à la CRL, et elle nous a dit, écoutez, je voudrais que vous fassiez un stage pour tous nos membres, et la commande, c'est aidez-nous à nous convertir au réel. Hein, ça c'est... Voilà, c'est ça. Principe de réalité. Et là, principe de réalité. Parce que toutes les communautés humaines créent de la violence, et notamment de la violence sexuelle. Mais il y a quelque chose pour l'Église qu'il faut regarder en plus, et qu'il ne faut pas neutraliser d'emblée par un discours spirituel de pardon, de fraternité, de réconciliation. Ah, il y a tout le vocabulaire qu'il faut dedans, et qui finit par masquer la réalité. Ça, c'est la deuxième partie de notre question. Puis il y a une troisième question, et là, vous avez tout à fait raison, c'est sur l'excommunication. Moi, comme je vous le disais, ça fait 7 ans que j'y consacre la plus claire partie de mon temps. J'ai vu des milliers de situations. Je n'ai jamais vu d'excommunication. Jamais. Alors que quand on ouvre le droit canon, le code canonique, il dit « Ah, celui qui a commis un crime pendant la confession, excommunication immédiate, ipso facto, sans besoin de décision. » C'est une anecdote très bête, mais il y a une sœur qui a été, une Italienne, je crois, qui a été excommuniée parce qu'elle avait dit du mal du pape. Oui, ça se fait pas.
Non, mais alors si vous voulez, Je plaisante, hein. bien sûr, oui. Je pense qu'il y a un vrai problème avec le droit canon, il y a un vrai problème, un immense problème. Le droit canon est un très bon instrument, et c'est même le père de tous les droits administratifs occidentaux. C'est un droit administratif. Ça peut être un droit disciplinaire à condition qu'on regarde les fautes, ce qu'on fait pas souvent. C'est du pipeau intégral, excusez-moi, c'est du pipeau en matière pénale. C'est un code pipeau. C'est-à-dire, ce n'est ni fait ni à faire, la victime n'a pas le droit de venir, c'est secret, on prend des décisions, mais elle n'a pas le droit de les dire aux parties, et puis je reçois des décisions me disant bah non, il n'y a pas de délit parce que le prêtre n'a pas contesté les faits. Ça c'est bien, c'est facile pour un bon. Sans compter une décision pour un très gros prédateur qui abusait des femmes en confession pendant des décennies, prédicateur célèbre, et alors il a reçu une décision du droit canonique de son évêque disant « Mon frère bien-aimé », ça commence bien quand « Mon frère bien-aimé ». J'ai mandaté pour enquêter sur ton sujet deux prêtres que tu connais bien, c'était des copains de séminaire. Bon. Et puis, les personnes n'ont pas compris le sens de ta doctrine, je sais pas quoi, de ta guérison spirituelle. Il violait les femmes en confession. Alors, ils n'ont pas bien compris. Et comme tu deviens sourd, j'ai décidé de te suspendre de confession. Alors, si c'était pas aussi dramatique, c'est du Offenbach. C'est du Offenbach, on l'a publié, vous le retrouverez dans le rapport de la SIAZ. C'est du Offenbach, il faut arrêter de se moquer du monde. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai rencontré cet évêque ensuite, qui est un homme, et il était extrêmement confus. Il m'a dit, oui, je sais, c'est ridicule, mais j'ai fait ça il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui, bon, voilà, donc mais il y a un très gros travail, alors je ne sais pas si l'Église l'a commencé, mais il y a un immense travail à faire du côté du droit canon, et de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les victimes. Peut-être avant d'aller plus loin, je reviens sur vos deux réponses, deux premiers aspects de la réponse, parce que ça rejoint une question qu'on a en ligne et que je reformule. Vous avez décrit les procédures et les démarches de réparation que certaines communautés peuvent entreprendre. Que ferait-on dans nos paroisses qui sont encore largement prises par le déni de réalité? Est-ce qu'une démarche de réparation est possible plus largement? Alors, ça va être très difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est une très grande difficulté. Pourquoi? Parce que ce qui est très bien avec les congrégations, et parfois difficile, et parfois rugueux, et parfois c'est qu'on a en face une personne, des visages qui prennent leurs responsabilités. Ou s'ils ne les prennent pas, ils en subissent les conséquences. Et puis c'est une question aussi vitale pour eux. C'est une question des donations qu'ils reçoivent, c'est une question des jeunes qui ne veulent pas entrer. Il y a un novice qui disait, moi tant que dans ma congrégation ils ne sont pas plus au clair avec les affaires sexuelles, je ne demande pas à la prêtrise. Je reste diacre. Je refuse. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus... Parce que c'est des congrégations, ils ont cette forme. Pour les paroisses, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, j'ai pas la réponse. En plus, j'ai jamais... Bon, je travaille qu'uniquement avec... et je pense que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi parce qu'il y a une communauté de fidèles. Et la communauté de fidèles, elle est très ambivalente. Elle est très très ambivalente. Dans la plupart, je pense à une affaire que j'ai traitée d'un garçon qui avait été abusé par le prêtre de sa paroisse, qui les avait mariés. D'abord, les prêtres les avaient mariés. Aïe. Et puis, cet homme qui allait pas bien, qui était très soutenu par sa femme, qui était une femme formidable, etc., et au bout de 20 ans, il parle, que c'était prescrit. Il parle et l'évêque répond « J'ai bien compris ce que vous me dites, mais moi, je suis responsable de l'Église, alors vous comprenez, il est très populaire dans son paroisse, donc je vais le déplacer, mais je ne peux pas dire la vérité, donc je vais le muter ailleurs. Et
comme il était très populaire, il y a une fête qui a été faite dans la paroisse pour son départ. Donc, on marche sur la tête. C'est-à-dire, ce garçon qui était quand même bien déglingué, qui voit son prédateur partir avec les honneurs, la presse locale, etc., alors qu'en fait, il était sanctionné. Et après, il a dit à l'évêque, c'est gentil, mais moi, j'ai été marié par lui. Donc, mon mariage est pollué. Le sacrement qui a institué notre union avec cette femme formidable qui m'a sauvé, il est vicié par cette... imaginairement, hein, bon. Ah, alors l'évêque a dit, oui, c'est un vrai problème, donc écoutez, ben, on va faire... Je vais vous remarier. Merci beaucoup, Maurice Sensou. Je voudrais vous remercier pour cette phrase que vous venez de prononcer. Aidez-nous à nous convertir. Je voudrais que cette phrase retentisse dans le cœur de... Excusez, ce n'est pas un mot de politesse, mais c'est un mot personnel aussi, et en plein d'humilité pour nos prêtres. Évêques, père abbé, responsable de communauté. Aidez-nous à nous convertir parce que cette formation, par exemple, et je ne sais pas comment il faut le dire, est-ce que c'est bravo, est-ce que c'est félicitations, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que ça nous fait. Nous qui sommes au cœur de la crise, vous ne pouvez pas vous rendre compte. J'ai bien envie que ce cri retentisse dans mon abbaye. Aidez-nous, 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 aidez-nous. Parce que nous avons fait des choses. Si c'est qu'on savait, peut-être qu'on aurait pris depuis la route de la conversion, et c'est dommage, même le canton de Fribourg qui est à côté et qui a toutes les institutions, on ne savait pas. C'est maintenant qu'on apprend les choses et on vient trop tard dans un monde religieux aussi trop vieux où les choses existent déjà, on ne s'est pas conformé, on a continué. Il a fallu des gifles avant qu'on ne sache ce qu'il faut faire. Aidez-nous. Aidez-nous. Et sur ce, aidez, ne nous en tenez pas trop rigueur. Je voudrais revenir aussi sur un vocabulaire. Il ne s'agit pas de l'excommunication, mais de la suspension. Là, c'est ainsi. De facto, la suspension. Et si ce n'est pas appliqué, nous on en a été victimes de prêtres qui ont été laissés et nous on les a accueillis dans notre abbaye. On les a fait même concélébrer, les gens, les voyants ont été scandalisés et ça fait retourner contre nous parce qu'on se dit, ah, après tout, c'est un prêtre, on va le laisser. Et aujourd'hui, nos propres confrères sont en communauté qui ne peuvent même plus venir au cœur. Et puis, ils sont obligés d'être discrets dans la maison. C'est plus qu'une prison. Et je ne pense que c'est déjà résolu. Mais la suspension, la TCT existe, et si on ne l'a pas encore appliqué à certains confrères, je pense que, comme vous dites, madame, c'est parce qu'il y a un déficit. Aidez-nous à corriger ces choses-là. Aidez-nous, aidez-nous. Alors, il y a d'autres... Bonjour. Oui, bien sûr. Simplement, vous avez commencé par un constat, vous me direz si je me trompe, mais que d'une certaine façon, le système naturel de l'état de droit et de la preuve est suspendu par la situation, et c'est évident. Là-dessus, vous évoquez ensuite, à la suite de la question de madame, la question du droit canon et de la nécessaire réforme du droit canon, et je vous suis également là-dessus. Et comment est-ce qu'on arrive à construire de l'objectif, du réel, enfin, pardon, pas du réel, de l'objectif et du droit, et en tant que juriste, comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Comment est-ce qu'on arrive à construire du droit sur un postulat de croyance?
et qui peuvent être validés par des processus de validation psychologique. Enfin, je veux dire, voilà, des experts qui disent c'est vraisemblable. Comment est-ce qu'on construit du droit sur du vraisemblable? Dans l'exercice de votre mission, avez-vous rencontré des résistances qui seraient dues, par exemple, aux réactions d'un prêtre ou évêque cité dans ces questions d'abus, qui seraient aussi de l'ordre peut-être de la complicité dans le mal, de la mauvaise foi ou du déni? Et comment avez-vous procédé pour faire entendre raison à ces agresseurs ou ces complices? Merci beaucoup, merci pour votre cri, vos cris. Je pense que quand vous faites, vous évoquez une situation. Moi, j'ai vécu, peut-être même la même d'ailleurs, je ne sais pas, mais dans laquelle un moine renvoyé de l'ordre, d'un ordre monastique, est accueilli à titre humanitaire dans une autre abbaye et on lui retire pas son habit monastique, alors qu'il est renvoyé, il a été renvoyé de l'ordre. Ah non, parce que c'est un vieil homme, fraternité, machin, etc. Et puis il va dans le cœur et à tel point qu'un moine que je connais, avec lequel j'arrive par ailleurs, m'a dit bah, moi j'ai pas concélébré. Moi c'est pas possible. Donc je crois qu'il y a effectivement il y a beaucoup de comment dirais-je, de travail à faire, mais c'est un travail, quoi. Moi j'ai tendance à dire que dans beaucoup de communautés, c'est un travail qui est en train de faire. Je parle des communautés, je parle des communautés, des congrégations, peut-être un peu moins vrai que. Alors ensuite. La complicité dans le mal, oui, alors qu'est-ce que faire? Qu'est-ce que fait? Ce que j'ai fait malheureusement parfois, et là aussi, mais c'était il y a longtemps, j'espère que ce temps est terminé, et je signale au procureur de la République. Et mon incompréhension, quand il s'agissait d'un évêque d'ailleurs, et j'ai dit au nonce, je l'ai dit au président de la CEF, je leur ai dit, mais attendez, voilà l'information que j'ai, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Donc, signalement au procureur, il a été ensuite enquête pénale et bon. Alors, il se trouve que les faits n'étaient pas prescrits, c'était tout à fait... à 3 mois près, ils n'étaient pas prescrits. Alors, et j'en viens à votre question sur le droit. Vous savez, j'allais dire, la question qui me vient, la réalité des faits, moi je vous dirais, il n'y a rien de plus réel que la mort. Il n'y a rien de plus visible que la mort en quelqu'un. Alors, et là, on rigole plus avec les catégories juridiques et les arguties, c'est un juge qui vous parle, qui est bon. Et je dirais que derrière ça, il y a un nécessaire dépassement du droit. Vous parlez du droit, mais là, on est au-delà du droit. On est dans une justice qui est nécessairement au-delà du droit. Et je vous conseillerais un bon livre sur ce sujet dans lequel je travaille précisément cette question. C'est-à-dire cette question que on est dans une justice, dans une forme de justice qui a autant de titres à faire valoir que la justice procédurale, pour essayer de dépasser et de rendre justice, oui, autant qu'on puisse le faire avec nos faibles forces, pour des faits qui sont gravissimes. Si vous voulez, je ne serai pas loin, mais je ne veux pas continuer cette opposition, mais qui me semble pour moi fondatrice. C'est l'opposition entre on a une justice d'ordre public. La justice telle qu'elle existe, avec ses règles de prescription, ses règles de procédure pénale, le droit pénal, c'est une procédure. Dans le fond, c'est une procédure pénale, c'est une justice pénale qui repose sur 2 postulats. C'est une justice d'ordre public pour laquelle
Les délits qui comptent, c'est les délits qui menacent la souveraineté et qui menacent la loi. Et puis, c'est une justice qui est sur le modèle du combat, destinée à punir le coupable. Mais quand on a une victime, et qui repose sur un postulat implicite qui est « il faut que l'État s'en mêle parce que sans ça, la victime va se venger et on va rentrer dans un cycle de vengeance infinie ». Ça, c'est les postulats classiques du droit pénal. Ils sont tous invalidés dans ces affaires-là. Tous. Les victimes, elles ont une victime qui vient nous voir à 75 ans, elle n'a plus envie de se venger. C'est fini, elle a envie de vivre. Elle a envie de chasser la mort qui est en elle. C'est ça qui est important. Le prêtre, il est mort, il aura s'expliquer devant Dieu, et c'est ce qu'elles nous disent. Hein. C'est plus notre problème. Et donc, tout ce système qui était fondé sur la punition, qui était fondé sur la preuve, qui était fondé sur une menace d'ordre public. Et c'est ça un peu, d'ailleurs, quoi. Si on élabore un petit peu, c'est le problème aujourd'hui. C'est que, dans le fond, la justice de l'intime, l'État s'en préoccupait pas parce qu'il estimait que c'était pas tellement... Son problème, c'était la paix sociale, point barre. C'était pas le respect des victimes. Monsieur veut rajouter... là. Merci beaucoup. J'admire fortement votre présentation. Ma grande préoccupation, c'est quand même un peu, nous en avons parlé ce matin, les clés pour arriver à détecter les cas et à les discerner. Et quand je vois, vous avez trouvé 216 000 cas, je me dis, est-ce qu'il y en a eu des cas que vous avez jugés des faux cas, donc que vous avez rejetés, parce que peut-être vous avez trouvé que c'était peut-être des cas qui étaient moins fondés? C'est la première préoccupation. La deuxième, quand vous avez regardé les cas, est-ce qu'il y a eu des tranches d'âge des gens qui ont été, disons, violés? Pour dire, voilà, on a trouvé que la majorité des cas, c'était de tel âge à tel âge, par exemple. Merci. Ça peut aider à, quand nous accompagnons les jeunes, par exemple, chez les scouts, ou bien dans d'autres mouvements d'action catholique, et bien, il faut protéger peut-être telle catégorie. Ainsi de suite. Merci. Alors, vous savez, c'est très important, il fait bien peu. Ce qui est important, c'est d'imaginer, je parlais de l'inimaginable au départ. Ce qui est attendu aujourd'hui de tous, c'est de pouvoir imaginer ces choses-là, de pouvoir imaginer que des enfants puissent être victimes d'agressions sexuelles. À partir du moment où on l'imagine, ben, on se pose des questions, on se dit, tiens, mais pourquoi, et même je parle de vos familles, hein, de nos proches, pourquoi machin, il n'a jamais décollé dans l'existence? Pourquoi lui, alors que ses frères et sœurs ont bien marché, lui, ça va pas, il a toujours divorcé, problème d'alcoolisme, il n'a jamais terminé ses études, il est en colère contre le monde, il est fâché avec la vie, pourquoi? Et en fait, eh ben, très souvent, on découvre qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance. Et les médecins font exactement la même réflexion, et c'est très récent, sur les patients qu'on n'arrive pas à guérir, ils sont toujours malades, les patients douloureux, etc. Donc, maintenant on sait, il faut y penser, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut jamais l'exclure. Y compris pour un confrère, y compris pour un de ses frères, voilà, c'est possible. Et là, c'est très important c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Ce qui est difficile dans un milieu religieux, parce que le milieu religieux, c'est un milieu dans lequel on évacue facilement la sexualité. On la sacralise, on l'embaume, mais dans le fond, on ne veut pas la regarder en face. Et je pense que ça, c'est une révolution culturelle. Alors ensuite, comment dirais-je, est-ce que j'ai vu des cas, oui, dans lesquels il y avait des imposteurs, très rares, mais ça peut arriver. Ça arrive plus
plus, ça arrive plus pour les adultes, entre adultes. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Il peut y avoir, ça fait partie, on l'a vu dans peut-être 3-4 cas sur 1200, c'est pas énorme, mais où il y avait des gestes ambigus, vraiment ambigus, qui n'étaient pas compris et qui n'avaient pas le même sens pour celui qui les avait faits et pour celui ou celle qui les avait reçus. Ça arrive aussi. Bon. Mais enfin, sur les victimes, alors, victimes, c'est la plupart, je sais pas. En fait, la victimité, les agressions sexuelles peuvent arriver très très tôt dans la vie. Très très tôt, il y a des agressions sexuelles sur des nourrissons. Ça me paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et il y a des agressions sexuelles qui peuvent durer très très tard dans la vie aussi. Mais je dirais que dans ce qu'on voit, l'immense majorité, c'est à partir de 4-5 ans, et c'est les plus dévastatrices, jusqu'à l'adolescence. Après, nous, on a une grille, si vous voulez, on s'est fait une grille nourrie par l'expérience qui pour objectiver nos suggestions de réparation, on tient compte de l'âge, la répétition des faits, la violence de ces faits, etc. Et donc, ça permet comme ça de se faire une idée et de pouvoir rendre des réparations plus objectives. Je serais bien en peine de vous dire, c'est bien sûr des enfants, des jeunes majeurs. Après, il peut y avoir aussi des agressions sur des personnes plus tard, plus âgées, mais c'est quand même beaucoup plus rare. L'immense majorité commise par des hommes, mais il y a aussi des femmes qui agressent. Voilà, ça arrive aussi, et c'est quelque chose qu'il faut gérer. Voilà, peut-être on s'approche de la fin. Encore deux prises de parole. Merci Monsieur Garapon, vous nous faites grandir, et ceci est extrêmement précieux. Le mécanisme de réparation que vous mettez en place pour ces enfants qui ont été blessés, qui ne sont plus des enfants depuis très longtemps, mais qui sont toujours à la recherche de l'enfant perdu qui est mort en eux il y a bien longtemps, est un mécanisme que l'on retrouve très largement au-delà des problèmes d'agression sexuelle. On le retrouve chez les enfants qui ont été blessés par la vie et qui ont été blessés par l'adoption et qui ont plongé dans la drogue, dont je m'occupe dans d'autres circonstances. Et je pense en particulier à une femme que j'ai accompagnée, qui était juive, qui était un des enfants survivants d'Auschwitz. Et qui a porté sa douleur et a recherché son enfant, ses parents en elle-même, en toute sa vie. Et lorsque l'État allemand a souhaité lui donner de l'argent pour l'indemniser, elle était encore plus profondément blessée parce qu'elle a considéré qu'on essayait de lui acheter sa douleur. Je me permets de compléter. Merci pour votre réponse. Dans le cas où la personne ou l'agresseur est potentiellement décédé, j'entends tout à fait ce que vous dites. Si on prend les cas où le droit positif, parce que vous dites une phrase, on est dans une justice qui est au-delà du droit, je trouve que moi c'est une phrase qui m'interroge beaucoup, tout simplement dans le conclusion, mais dans le cas d'une situation où le droit positif peut toujours s'appliquer, par exemple la réduction à l'état laïque, qui est que je renouvelle ma question sur la question de comment est-ce qu'on construit de l'objectif, et là du droit positif, il y a une dimension d'intérêt public, d'ordre public, à savoir à potentiellement écarter des prêtres agresseurs de tout contact avec des communautés ou de toute situation d'autorité. Voilà, dans cette question, comment est-ce qu'à nouveau on peut construire de l'objectif? Je voudrais compléter. Je pense que, comme vous parliez à un moment de la chape de Dieu,
La chaîne de plomb, elle est quand même un fondement, c'est l'inconscient collectif, et l'inconscient collectif, il est formé par la justice. Et donc, il y a un problème de dynamique psychique, parce que ce que vous expliquez, en fin de compte, c'est une hiérarchie de castes, où en fin de compte, des gens agressent d'autres, et ils sont dans l'impunité, et ont été dans l'impunité, grâce à un système judiciaire qui fermait les yeux, et qui a laissé prospérer dans l'inconscient collectif qu'on pourrait agresser les gens. Et ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Les mots de la fin, oui. Alors, pour votre remarque, moi, je la comprends très bien. Je la comprends très bien, pourquoi ? Parce que ce qu'on sait faire, c'est un droit pénal de l'avoir. C'est-à-dire un droit pénal où on considère que les personnes sont un capital qui a été diminué et on les compense, etc. Or là, pour cette femme, c'est quelque chose, et c'est la même chose pour l'adoption internationale. C'est-à-dire que c'est leur existence même qui est viciée, on pourrait dire, qui est niée, qui est contestée. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est de prétendre répondre à un préjudice qui est intimement lié à l'existence elle-même. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que l'argent ne résout rien. L'argent, il alourdit une parole publique, il signale une importance sociale, mais en lui-même, il n'a pas du tout le même rôle que... vous savez que ce que dit Tom Segev dans le 7e million sur Israël, quand Israël a reçu les 8 milliards de compensation allemande, ça a été un tollé en Israël, et ça a été un tollé, Ben Gurion était d'ailleurs extrêmement fragilisé par ça. Donc on peut très bien comprendre qu'elles ne veulent pas toucher d'argent, qu'elles ne demandent rien, que l'argent puisse être une violence supplémentaire, ça je le comprends tout à fait. Et donc je crois que on pensait que la violence se résout que par le sacrifice et par la violence sacrificielle. Je pense que ce que nous apprennent les victimes, c'est qu'il y a un dépassement de la violence possible aussi par le don. Et un certain nombre de victimes ne veulent pas toucher à cet argent et le donnent immédiatement à une organisation caritative où sont et finalement elles se grandissent en donnant à nouveau, en pouvant donner. Alors sur le droit, alors vraiment là je crois que c'est un débat entre de philosophie du droit que vous posez. Mais quand vous dites la solution c'est la réduction à l'état laïque, mais la victime elle s'en fout de la réduction à l'état laïque. C'est-à-dire que vous raisonnez comme quelqu'un qui est branché sur l'auteur. Alors qu'en fait il faut décentrer le raisonnement sur la victime et il faut revoir le monde depuis les yeux de la victime, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire en termes de continuité de soi, en termes de reconstruction, en termes de retrouver l'énergie vitale dont on a été privé. Donc c'est une toute autre perspective, si vous voulez, perspective. Et donc le point de départ, ce que vous dites, c'est des considérations d'ordre public. Pour l'empêcher de nuire, on va le réduire à l'état laïque. Mais ça, c'est précisément, ce n'est pas le point de vue de la victime. Alors enfin, je pense que ce que je comprends et ce que je partage, si c'est ça que vous vouliez dire, c'est que effectivement, et peut-être l'aurez-vous compris dans ce que j'ai dit, c'est que les victimes correspondent comme MeToo, comme ce que nous vivons, d'ailleurs bien au-delà des dommages des abus sexuels dans l'Église, on rentre dans une nouvelle démocratie. Il y a une sorte de tournant épistémique, on pourrait dire, pour prendre les grands mots, c'est-à-dire dans lequel il faut inventer des nouvelles catégories. On a parlé de la victime par rapport à l'auteur, et je crois que c'est une partie une tâche qui nous attend,
qui est de comment construire de nouvelles catégories sur de nouvelles notions. Alors en droit, c'est la loi de 2024 sur le contrôle coercitif, c'est la visée de l'emprise par la loi de 21. Quoi. Il y a beaucoup en droit, on voit bien que les notions mêmes nouvelles, des notions nouvelles arrivent et il va falloir s'en emparer. Et c'est peut-être ça, cette vérité ultime, une des vérités ultimes pour notre démocratie que portent en elle les victimes. Peut-être un dernier mot sur ça vient de manière insistante en ligne et comment accompagner les auteurs? Quelle structure pour accompagner les auteurs encore en vie? Alors, il y en a 4 en France pour l'instant et il faut les développer. C'est-à-dire, il y a l'arbre de Zaché, il y a la petite Béthanie, il y a le prieuré Saint-Loup, près de Troyes. Il y en a et je pense qu'il faut les multiplier, bien sûr, et s'occuper des auteurs. De manière parallèle, à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, encore que, ça m'est arrivé d'en faire quelques-unes, des rencontres auteurs-victimes avec des prêtres. Mais je pense que, oui, bien sûr, il faut s'occuper des auteurs. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout dans un milieu de contournement de la sexualité comme l'Église. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il faut que la sexualité soit pensée en tant que telle par l'Église et pas uniquement sous la catégorie du péché, du mal. C'est une faiblesse, à mon avis, si je peux me permettre cette note personnelle. Quand on comparé à la théologie juive, par exemple, à la pensée juive sur la sexualité, la pensée chrétienne est d'une très grande pauvreté. Et c'est surtout une limitation à la reproduction, machin, avec une sorte de pauvreté, pas ou pas? Je partage pas votre avis. Oui, mais voilà. Moi, je parle de travaux pratiques. Et j'ai vu que d'une manière générale, la pensée n'est pas au rendez-vous. La pensée catholique, je dis bien catholique, sur ces questions et pas du tout au rendez-vous. Et même par rapport à ma génération, la génération je pense à des gens comme Marc Oraison, comme Jean Nimus, comme des théologiens qui ont tous été bannis par l'Église d'ailleurs. On a réduit au silence. En disant, et regardez, encore une fois, qui étaient des gens qui pensaient qu'ils étaient des médecins. Je crois que c'est le cas de Marc Oraison et de Jean Animus, les deux. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Eh bien, merci beaucoup, M. Garaton. Nous ne pourrons pas prolonger, mais d'autres conférences nous attendent. Le DU va se poursuivre. La prochaine conférence publique pour les personnes en ligne et pour nous qui sommes ici aura lieu le 3 novembre avec 2 personnes du collectif de victimes de Bétarab. Merci et bonne soirée.